Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode des interviews d'experts. Aujourd'hui, je me trouve avec Jules Lamont. Bonjour Jules. Bonjour Hugo. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, Jules, vous êtes œnologue, expert à la formation, à la dégustation des vins et vous êtes fondateur de l'école Œnovino. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, première question d'emblée, peut-être un petit peu bateau, mais comment vous est venue la passion des vins? Ah bah tout simplement, c'est l'héritage familial. Mon grand-père, après à la retraite, a commencé à faire du vin et il a transmis la passion du goût du vin à mon père. Ma mère aussi aimait le vin, donc du coup à table, c'était un classique. Vous étiez prédestiné finalement à Voilà, et ensuite devenir les études m'ont appelé dans ce domaine. il y a quelques mois, on avait été invité à Eunovino avec l'équipe du Petit Sniff et on avait pu déguster quelques vins, découvrir les arômes et on avait un petit peu appris sur les arômes primaires, secondaires et tertiaires. Vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça marche? Oui, c'est une façon assez classique de présenter l'aromatique du vin. Plutôt que fonctionner en molécules, en chimie, on parle plutôt de l'origine des odeurs, d'où elles viennent. Et donc primaire, ça correspond aux arômes qui viennent plutôt du fruit, donc du raisin, des Du différentes cépage variétés. finalement. Voilà, le cépage. Chaque cépage a des précurseurs différents et donc va donner des goûts, enfin des arômes différents au vin. Ils sont liés également aux autres facteurs qui vont entourer le cépage lors de sa culture. Donc climatique, par exemple, un climat frais va pas les mêmes arômes qu'un raisin vendangé en climat chaud, ou la date de vendange, si on vendange tardivement des raisins séchés en dit passerier, ils vont prendre d'autres arômes. Plus sucré. Alors des arômes voilà, qui vont nous rappeler des fruits plus sucrés, exactement, plus séchés. Voilà, tous ces arômes primaires sont vraiment liés au matériel végétal. Ensuite, on a des arômes secondaires qu'on relie en général à l'action humaine. Quels sont les choix du vigneron, du vinificateur au chai, essentiellement au chai, comment il fait son vin. Typiquement, on va citer l'exemple de la barrique de chêne, dans lequel le vigneron peut élever son vin durant la vinification, et donc ce chêne contient des molécules aromatiques, va les transmettre au vin. On parle d'odeurs vanillées, boisées, fumées, Plus épicé. etc. Et enfin, on a les arômes tertiaires. Les arômes tertiaires, en général, on les relie au vieillissement du vin, donc à la phase où le vin, une fois qu'il a été fait, soumis au contact de l'oxygène, on va parler de micro-oxygénation, les arômes vont commencer à changer, à s'oxyder, et du coup on va avoir de nouvelles touches aromatiques qui vont naître dans le vin, ce qu'on va appeler le bouquet. Le vin va Donc prendre de l'ensemble. l'ampleur, voilà l'ensemble des arômes que prend le vin. Voilà. C'est une façon de présenter les arômes du vin qui a le mérite d'être assez un peu simplifiée, mais sur laquelle on peut... Accessible Ah, voilà, finalement un petit accessible, peu à tout exactement. le monde. Primaire, le fruit, secondaire, l'humain, tertiaire, l'oxydation, le travail du temps. Le travail du temps, parfait. Alors, quand on voit un œnologue en train de déguster, on voit qu'il a des rituels, il regarde, goûte. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous décrire ces étapes de dégustation? Le bien déguster le vin. Alors bien déguster, oui, bien déguster, on va dire au niveau professionnel, c'est un peu différent du niveau hédoniste. Hédoniste. Voilà. Donc quand on déguste de façon professionnelle, on va essayer, en général, on va essayer de décrypter le produit, de l'analyser. C'est ce qu'on appelle la description analytique. On essaye d'être objectif en fait, donc pas de se raccrocher à son plaisir, mais de décrypter le vin. D'abord, en général, on commence par l'analyse visuelle, donc on prend un verre adéquat, un verre à pied, puis on va regarder l'aspect visuel du vin, la robe du vin. Il faut un éclairage correct, neutre. Euh, Vaut mieux travailler à la lumière du jour, ça marche. C'est le mieux. Et puis bon, on va regarder un peu si le vin présente pas, s'il est bien, Pas de s'il a de dépôt, l'éclat, s'il est etc. Voilà. On peut aussi estimer un peu son âge, enfin pas son âge en année, hein, c'est impossible, mais un peu où il en est dans sa vie. Est-ce qu'il est dans sa jeunesse, est-ce qu'il est dans sa vieillesse. Visuellement, on peut détecter déjà quelques informations. Ensuite, on va le sentir. Donc, on va approcher le verre de son nez et puis on va respirer des petites... les comment dire, notes voilà. aromatiques, le Ouais, bouquet on finalement. va faire des petites inspirations et puis on va essayer de se raccrocher, de se remémorer les arômes auxquels nous fait penser le vin. Pour ça, là encore, le verre joue. C'est pour
ça qu'on déguste dans un verre à pied avec une forme de tulipe un peu. Ça permet Un petit peu évasé. de mieux mettre en valeur les arômes. Euh, et ensuite, on a la phase évidemment la plus importante, qui est la phase de dégustation proprement dite, la phase gustative. On va mettre une petite gorgée de vin en bouche et on va la faire tourner en bouche. On va un peu le triturer afin que de bien le décrypter. Donc, il faut que le vin il touche la langue, il touche les muqueuses, donc le palais, l'arrière de la bouche. Et puis là, on va essayer de parler de son harmonie, de son équilibre. Est-ce qu'en bouche, les sensations tactiles, les sensations gustatives sont harmonieuses? S'il est agréable, s'il est astringent, Exactement, s'il voilà. est... S'il est astringent, ça veut dire qu'il sèche la bouche, ou s'il est acide, ça veut dire qu'il agresse un petit peu les papilles. Et ensuite, comme on est dans une dégustation professionnelle, on crache le vin. Euh, Dommage. bah, alors oui, c'est vrai, c'est dommage, c'est pas fait pour être craché le vin au départ. Mais un professionnel, il va déguster des dizaines, des centaines de vins tous les jours. Forcément, s'il crache pas, Faut penser à la santé. exactement. Alors, on remarque, selon les vins, que le terroir influe sur les arômes. Et comment ça se fait, en fait, que les différents terroirs influent sur les arômes? Ouais, alors c'est une question compliquée sur le terroir. La définition du terroir, c'est l'ensemble des facteurs naturels et humains et culturels englobés dans l'humain qui vont donner une identité au produit. Une typicité, c'est-à-dire on va pouvoir relier le goût du produit. C'est ça qu'on appelle le terroir. Donc du coup, il y a tout, tout va influencer le goût du vin. Si on prend le terroir au niveau un peu plus, on va dire naturel, Climat, plus voilà, climat, climat, sol. cépage, sol, effectivement, il y a une influence, sur le goût du vin. Je vais mettre un peu de côté le sol parce que c'est très difficile de relier la nature du sol à des arômes ou à un goût particulier du vin, parce que en fait, il y a plein de facteurs, c'est multifactoriel, et du coup, on va avoir plein d'effets qui vont s'entrecroiser. Le sol, c'est peut-être le plus difficile il n'y a pas de lien direct. On ne pourra pas savoir si le raisin a poussé dans un sol plutôt argileux. Alors, si on compare le même cépage du même vigneron, du même millésime, vinifié pareil sur des sols différents, on va voir que les vins n'ont pas le même goût. On trouve ça assez. Enfin, c'est pour ça qu'en Bourgogne, par exemple, chaque vigneron indique le climat, c'est-à-dire la parcelle sur laquelle il cultive son raisin, et donc du coup, on va bien voir que chaque climat donne un style, une typicité différente. Mais c'est compliqué de faire un lien automatique. Un sol calcaire va pas donner tel goût au vin, un sol argileux va pas donner tel goût au vin. C'est pas un absolu. Voilà, c'est compliqué voilà, on n'a pas quelque chose de direct, linéaire, ou complètement proportionnel. En revanche, il y a des choses qui sont plus faciles à retrouver. En général, c'est les cépages le plus simple. Chaque cépage a on va dire une spécificité. Ouais, ou une empreinte, ou peut-être une carte d'identité, et va donner plus ou moins régulièrement les mêmes arômes au vin, ce qui va faire l'identité des vins de Sauvignon blanc, l'identité des vins de Chardonnay, l'identité des vins de Merlot, etc. À la fois sur les arômes et à la fois sur la texture. Typiquement, le Sauvignon blanc. Alors, mais avant de reprendre le cépage, il y a aussi le climat sous lequel il pousse. Un cépage ne va pas pousser forcément dans les mêmes zones climatiques. Et en fait, s'il fait frais, s'il fait chaud, s'il y a des nuages, il n'y en a pas, ça va jouer aussi sur l'expression aromatique du cépage, sur sa maturité, et donc derrière sur le goût du vin. D'où, en général, la façon de présenter les vins. Hein, on présente souvent les vins par leur origine, ce qui englobe en fait l'origine, à la fois les cépages, puisque en général, dans une région donnée, on va avoir un pool de cépages, en tout cas en Europe, qui sont les cépages d'origine, un climat et des types de sols dominants. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'un Bordeaux a le goût de Bordeaux. Et qu'un Bourgogne a un goût de Bourgogne. Voilà, il y a une espèce de terroir, justement. L'ensemble des facteurs qui sont un peu homogènes dans une région donnée. Enfin, c'est simplifié, mais... Voilà. Parfait. Alors, je vais poursuivre un petit peu sur le cépage. Est-ce qu'il y a des cépages où, à l'arôme, au nez, au premier nez, on sait que ça appartient à, je sais pas, on sait que c'est de la Syrah, du Merlot, rien qu'on ait. Il y a des cépages qui sont plus aromatiques que d'autres et donc qui sont plus faciles à reconnaître, en tout cas qui ont une identité plus prononcée. Souvent l'exemple que les œnologues ou en tout cas les professionnels mettent en avant, c'est le Gewürztraminer. Ouais. Et les particuliers en général, une fois qu'on a senti un Gewürztraminer, on s'en rappelle. Donc c'est un cépage qui est très aromatique, même le raisin est aromatique en lui-même. C'est assez rare dans le monde du vin, les cépages en général ils n'ont pas d'arôme.
ils n'ont pas d'arôme à l'état Hmm. Ouais, comme en tant que raisin. en tant que fruit, Voilà. Mais en ça sent revanche, pas c'est les beaucoup. vins qui ont des arômes. El Gewürztraminer, il sent la rose, il sent le litchi. Ah, c'est sucré. Voilà, il a des arômes et des arômes très très parfumés. Ça sort du verre. On n'a même Hmm. pas besoin d'agiter le verre. Tout est Ah, présent. le bouquet, il est déjà. Exactement. Donc c'est un des cépages les plus aromatiques, les plus faciles à reconnaître. Mais le muscat lui ressemble beaucoup, le Torontes. Hmm. Donc c'est le plus emblématique, mais il y a d'autres cépages qui vont la rappeler. Puis après, on a des marqueurs qui sont présents dans certains cépages et moins dans d'autres. La Syrah a souvent un marqueur très poivré, Hmm. surtout sous les latitudes rhodaniennes. Donc, du coup, on a cette expression poivrée qu'on retrouve assez souvent dans la Syrah. Le Cabernet Sauvignon, lui, il a plutôt des notes un peu végétales qui peuvent revenir, type Un peu poivron vert. vert, voilà, ou mentholé. Et ça permet de le reconnaître. Ça donne une identité au vin de ces cépages. Voilà. Donc chaque cépage comme ça peut avoir. Donc, finalement, il faut avoir une grosse bibliothèque olfactive dans le nez pour arriver dès le premier Ben, coup de nez pour savoir finalement ce que c'est dans le verre. quand on est épaté un peu par les sommeliers là qui à l'aveugle reconnaissent le vin, qui dégustent au nez et en le goûtant, bah c'est parce qu'ils l'ont déjà goûté. C'est très On, poétique d'ailleurs, on peut pas, les ouais. dégustations comme Ouais, ça. derrière ils vont chercher des mots, oui, Mais, mais en fait on peut pas deviner un vin qu'on n'a jamais goûté. bien sûr. Donc donc le métier principal en fait des sommeliers, c'est goûter, goûter, goûter et derrière mémoriser. Mm. Parce que si c'est goûter sans mémoriser, ça sert à rien. Donc ils ont une grande mémoire. C'est vrai qu'ils ont une bibliothèque de vin en tête. Ils ont la chance souvent quand ils travaillent dans des grands établissements d'avoir accès à énormément. Mais ils ont une grande mémoire de vin. C'est pour ça que c'est un métier qui se fait sur le temps aussi. Hein. En général, les meilleurs sommeliers du monde, ils sont pas, Il faut être un petit peu, ils ont pas 20 ans, ils ont avoir déjà, un petit peu de bouteille, voilà, comme on ils sont dit. à bouteille. Ils ont goûté. Alors, auriez-vous une anecdote sur un vin où vous avez senti un arôme si particulier que vous l'avez jamais rencontré et qui peut-être vous hante encore aujourd'hui? Quelque chose vraiment, vous vous êtes dit, je n'ai jamais senti ça et que peut-être je ne le sentirai plus jamais. Ah, ça là, j'ai rien aussi entêtant, enfin unique, mais il y a des arômes qui sont de temps en temps qui sont assez surprenants dans les vins et du coup, euh, surtout quand on a des arômes auxquels on s'attend pas, c'est plutôt ça. Typiquement, dernièrement, j'ai un Rioja que j'aime bien faire goûter, Rioja en Espagne, Mm. donc un cépage Tempranillo. Alors, on est sous le soleil, on a un climat qui est Chaud. chaud, oui, il y a une certaine chaleur quand même. Les vins sont en général assez Les mûrs. vins méridionaux, Voilà, c'est ça. c'est profond. C'est pas méditerranéen, mais Ouais, presque. Et donc normalement, on s'attend à des arômes de fruits bien mûrs, quelque chose de bien riche. Et puis souvent, les Espagnols dans la Rioja aiment bien traditionnellement travailler les vins dans du chêne neuf, et donc ça donne beaucoup de goût de bois. Et là, c'est un vin qui prend un peu le contre-pied et du coup qui est très mentholé. ouais. Du coup, mentholé, quand on goûte un vin rouge, on est assez étonné parce qu'on s'attend à des fruits, du bois, et on a quelque chose De frais. de frais, Ouais. hyper frais, et sur la menthe, vraiment la menthe verte. Quoi. Enfin, Parlant d'arômes un petit peu saugrenus, on va dire, mm-hmm. ça fait partie aussi des défauts. Je me rappelle quand on était venu à Onovino, on nous avait parlé de sueur de cheval, par exemple. À quoi c'est dû ces mauvaises odeurs du vin, entre parenthèses? Oui, alors donc, dans les odeurs du vin, il y a des odeurs qu'on dit qualitatives, en fait, celles qui donnent envie de le boire, et puis il y a celles qui sont un peu bizarroïdes, en fait, on s'attend pas trop à retrouver dans un produit naturel. Sueur de cheval, c'est un exemple. Typiquement, sueur de cheval, écurie, c'est une odeur qu'il y a des contaminations microbiennes. Donc, si le vin est fait dans des récipients qui sont peut-être pas très propres, il peut y avoir des micro-organismes. Alors, il y avoir des défauts aussi, hein, malheureusement, mais voilà, il y a des développés, puis ils vont développer des arômes qui sont pas classiques. Et on va parler de défauts quand ils dominent et en fait qui gênent le dégustateur. Typiquement la sueur la sueur de cheval, l'écurie. Le pétrole, Alors le pétrole c'est autre chose, c'est on autre peut en chose. reparler, mais la sueur de cheval, si c'est trop dominant, le vin il est plus fruité, il sent plus rien, il devient agressif. Quoi. Et ça devient un défaut. Mais on a d'autres, et souvent c'est rien que le terme donne pas forcément envie de boire le vin. Alors écurie, vous avez aussi vernis à ongles. Ouais. Si votre vin il sent le vernis à ongles, c'est qu'il y a un problème. S'il sent le moisi,
peut-être que c'est pas très bon. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les défauts, ce que en général le vinificateur essaye d'éviter. Le pétrole, c'est autre chose. C'est vrai que ça surprend quand on parle de pétrole dans un vin. C'est un arôme qui est souvent présent dans les vins blancs. Alors, on dit pétrole, moi j'utilise le terme essence plutôt. Mm. Je trouve que essence, c'est plus poétique et Mm. ça Plus fait raffiné. voilà, plus raffiné. Certains utilisent kérosène pour dire la même chose. Mm. Kérosène, ça fait plus Ça, aviation, lourd. aviation lourde. Ça, c'est une molécule qui va, enfin, c'est lié à des molécules, notamment le TDN, qui va se développer avec le temps dans les vieux vins blancs. Et l'exemple d'un vin qui sent beaucoup l'essence, c'est d'un cépage, en tout cas, c'est le Riesling. Le Riesling prend facilement ses odeurs à des seuils de perception enfin, à des concentrations telles qu'on le perçoit mieux, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est un des marqueurs aromatiques du Riesling, par exemple, l'essence. Mais ça doit évidemment se mélanger à d'autres arômes Ouais, bien agréables. sûr, si On ça a, on ressent a, que l'essence, voilà, le effectivement. vin, il devient un peu écœurant. Mm. C'est souvent marié à des arômes d'agrumes, d'agrumes confits, des arômes de miel, des arômes d'acacia. Enfin voilà, on a plein de choses qui vont se mélanger. Ça va créer toute une palette aromatique. C'est typique du Riesling, par Donc il exemple. faut un certain équilibre. Hmm. C'est, comment dire, on peut avoir des arômes un peu désagréables, mais qui sont masqués par des arômes plus agréables, ce qui fait que le vin finalement devient plutôt potable, mais Alors souvent, on va présenter la chose à l'inverse, mm, c'est-à-dire que on parle de défaut quand les arômes désagréables atteignent une concentration qui fait qu'elles dépassent un seuil de perception. Et au bout d'un moment, elles masquent les odeurs positives. Mais certains dégustateurs, moins sensibles à certaines odeurs, du coup, vont pas les détecter quand elles sont inférieures à des seuils. Donc, tant que c'est prononcé, ça va. ça va, et même ça peut même un peu enrichir la complexité du vin. Mm, Mais dès que ça dépasse mm. un certain seuil, c'est là que ça devient défaut. Le problème, c'est que le vigneron, lui, il les ajoute pas, les odeurs, elles viennent des Oui, bien sûr, process. Donc c'est un peu le c'est produit fini qui facile, nous donne ouais. la concentration finale. Enfin, on n'a pas de, on choisit pas quoi les défauts, Donc malheureusement. c'est vraiment une question purement matérielle et de développement bactériologique. Il y a plein d'origines. On a des micro-organismes, ça c'est donc s'ils sont la nature est pas toujours parfaite. Donc s'ils font pas bien leur boulot, ça donne des défauts, mais on peut avoir aussi des contaminations extérieures. Alors, c'est-à-dire les matériaux qu'on utilise pour faire le vin. En général, les vignerons sont au courant, et donc normalement on évite ces odeurs, ces pollutions aromatiques. Mais on peut avoir aussi la nature, typiquement. De temps en temps, certaines années, on a des grands incendies dans les zones sèches. On en a eu en Californie, on en a eu en Australie, on a dans le sud de la France. Et là, les fumées de combustion des forêts, des feux de forêt, Ça se dépose sur elles vont se déposer les... sur les raisins Oui, et elles vont donner des goûts de fumée, de brûlé au vin, qui peuvent être très incroyable. gênants. Donc il y a Même après lavage, tout ça, ça exact. Mais, reste. alors même après la vinification, alors on peut essayer d'enlever un peu de ces odeurs. Il y a des techniques œnologiques, mais enfin c'est un Mais vrai. il y a toujours la trace, quoi. Et ben voilà, il y a une trace de brûlé. Donc les années de feu de forêt dans les vignobles qu'on brûlait, il y a une marque sur les vins rouges essentiellement. Finalement, est-ce que vous auriez quelques astuces et quelques méthodes pour aider à mieux reconnaître les arômes, les odeurs du vin? Vos petits trucs et astuces. Alors, déjà, c'est faire travailler son nez. On n'a pas l'habitude. Pas l'habitude. C'est un sens qu'on utilise dans la vie. Donc en fait, ça devient naturel, hein, mais c'est sentir les odeurs et puis les nommer. Alors, soit les nommer à voix haute, mais soit les nommer dans sa tête quand on sent quelque chose, et tiens, ça sent ça. Puis se forcer, sentir son café le matin, sentir les épices quand on cuisine, quand on va dans un parc. Les fleurs et Sentir les fleurs, sentir, alors l'hiver, il y a moins d'odeurs peut-être qu'au printemps, il y a des saisons qui sont peut-être plus adéquates que d'autres. Mais voilà, c'est s'entraîner son nez avec les produits qui nous entourent, c'est se fabriquer déjà sa bibliothèque olfactive, exactement. comme on Ouais. disait plus tôt. Et comme et souvent la mémoire, elle est liée aux émotions, la mémoire des odeurs. Enfin, et, et donc voilà, essayer d'ancrer les odeurs quand on est De se mettre dans une atmosphère plutôt positive oui voilà c'est ça pour sentir. parce qu'on est ça rentre mieux quand on l'associe à des sentiments positifs, même si certaines odeurs peuvent être très marquantes parce qu'on les associe à des événements très négatifs. Et voilà, enfin, c'est essayer comme c'est un peu multifactoriel que la mémoire olfactive, elle est liée aussi à un phénomène de mémoire. Donc voilà, se placer dans des conditions où on favorise la mémorisation. On peut utiliser le visuel. Le visuel
fonctionne bien en additionnant avec les odeurs. C'est pour ça que le nez du vin, par exemple, le coffret de Jean Lenoir, encore utilisé aujourd'hui, des petits flacons d'odeur synthétiques qui permettent de s'entraîner, mais ils sont liés à des petites cartes, des flashcards, avec les dessins ou la photographie de l'odeur qu'on sent. Parce que c'est de la mémorisation. Exactement, c'est un phénomène de mémorisation. Puis après, ça devient une routine finalement. Ouais, quand on sent un vin, on arrive, Alors, puis après, il y a le vin. Alors, là, ça complexifie parce qu'évidemment, dans le vin, il y a des molécules aromatiques qui vont nous faire penser à certaines odeurs, mais elles sont toutes mélangées. Et il y a des seuils différents, et donc du coup... faut arriver à discriminer. Exactement, donc ça devient plus compliqué. Après, c'est l'entraînement, donc plus on déguste, meilleur on est. Mais on arrive. Comme je le disais en vous présentant, vous êtes le fondateur de l'école d'œnologie Onovino. Vous êtes situé dans le 11e arrondissement, au-dessus d'une cave qui s'appelle Wine and the City. Vous pouvez nous parler du concept et des formations et des diplômes que vous délivrez? Oui. Donc Onovino, c'est une école, un centre de formation essentiellement destiné aux professionnels et aux particuliers pour la dégustation, la maîtrise de la dégustation du vin et la connaissance du vin. On délivre différentes formations qui sont quasiment toutes certifiantes à différents niveaux, international ou national. Toutes les certifications qu'on délivre sont reconnues. Donc on a celle du Wine and Spirit Education Trust. On travaille aussi avec la Wine Scholar Guild, qui fait des formations sur les vins français. On travaille avec l'Académie des vins de feu, des formations vraiment franco-françaises. Voilà, donc on délivre avec notre équipe de professeurs des formations qui peuvent durer une journée, s'étaler sur 3 jours, 5 jours. Vous formez des œnologues finalement. Alors non, pas les œnologues. Les œnologues, c'est ceux qui font le vin. C'est vraiment c'est de la production. Donc nous, on forme toute la partie aval. Les gens qui travaillent avec le vin au quotidien ou qui peuvent travailler en restauration, qui peuvent vendre du vin, qui peuvent parler, communiquer sur le vin, des journalistes ou des gens dans le marketing, la communication. Voilà. Donc on fait tout le secteur aval, en fait, toute la partie. Une fois que le vin est fait, comment on en parle, comment on le distribue, etc. Donc, mais nous, c'est connaissance du produit. Connaissance typique du produit. Comment parce que le vin, pour le présenter, il faut le goûter, il faut savoir en parler. C'est un produit qui est un peu particulier. C'est un produit qu'on doit connaître pour pouvoir le vendre et en parler. Donc ça, c'est la partie formation. Et puis dernièrement, on a eu l'idée avec Katia, mon associée, de développer une partie cave à vin. Wine and the City. Voilà, qui s'appelle Wine and the City. Spécialisé en vin étranger. Voilà, et donc là, l'idée, c'est qu'on a un peu pris le parti pris de ne pas faire ce que font les autres, et donc d'avoir un positionnement un peu différent. On vend quasi exclusivement des vins étrangers par rapport aux vins français, c'est-à-dire on a quelques vins français, des champagnes, des classiques, quelques Bourgognes, quelques Bordeaux, mais c'est une toute petite partie, ça doit être quelques pourcents de notre gamme qui est tournée vers les vins du monde. Et on essaye, alors on n'est pas encore, aujourd'hui on a un peu plus d'1 an d'existence, donc on débute encore, mais on a un peu plus de 30 pays représentés. Combien de références un petit peu? Là, actuellement, on doit être à 350, 400 références. C'est pas mal. Et on cherche à balayer le monde entier. Donc, on a du Japon, des vins chinois, géorgiens, syriens. On va rentrer des vins d'Anatolie, un des berceaux du vin. Voilà. Donc, puis les plus classiques, les Italiens, etc. Mais l'idée, c'est de couvrir quasiment tout ce que offre le monde en termes de diversité de vins. On n'arrivera jamais à être exclusif, pas exclusif, mais d'avoir tous les vins du monde parce que il y en a trop. Mais voilà, le but c'est de couvrir le maximum de. Si je rentre dans votre boutique, je suis un petit peu amateur de vin rouge. Qu'est-ce que vous me conseillez d'emblée en ce moment avec l'hiver? Ça dépend évidemment de votre budget, comme toujours, mais souvent quand il fait froid, on a envie de vin rouge un peu réconfortant, un peu chaleureux, hein, donc c'est-à-dire des vins du sud. Les vins d'Argentine, j'aime bien l'hiver. Des Malbec ou des Tanat argentins, on a des jolies références. Donc c'est des vins un peu costauds où il faut manger avec, mais manger chaud. Je trouve que c'est des vins qui marchent bien l'hiver, les vins argentins, enfin les vins rouges. Comme ça, alors c'est avec des bons plats bien consistants. Voilà, des plats en sauce, ça fonctionne bien. Eh bien, merci beaucoup Jules de nous avoir accordé cette interview.
On mettra les informations de nos vinos et de Wine in the City en description de cette vidéo pour les amateurs de vin. Nous rappelons également que le vin est bon, mais qu'il est à consommer avec modération. Nous vous remercions et on se retrouve pour une prochaine interview d'experts.